Le prophète au manteau vert de John Buchan, partie 6 du livre audio. Chapitre 13. Je vais dans le grand monde. Le lendemain matin, lorsque je sortis de cette maison bras dessus, bras dessous avec Blencaron, je ne ressemblais guère à l'être abandonné qui, la veille, avait vainement cherché un refuge. D'abord, j'étais magnifiquement vêtu. Je portais un complet de serge bleu, aux épaules carrées et rembourrées, une cravate noire, des souliers au bourron américain et un melon brun. Une superbe pelisse, doublée de loup, complétait mon costume, et je fumais un des cigares de Blencaron. Peter avait taillé sa barbe poivre et sel. Il avait l'air d'un domestique fort respectable. Blencaron avait fait les choses en grand seigneur, ayant apporté tous ses vêtements de Londres. Je compris maintenant pourquoi Sandy et lui s'étaient tant préoccupés de ma garde-robe. Sandy s'était procuré le complet de Peter, dont la coupe était beaucoup moins bonne que celle du mien. Je n'eus aucune difficulté quant à l'accent. Il est facile à tout homme élevé dans les colonies de parler l'américain, et je me flattais de faire preuve d'une très bonne connaissance de l'idiome des États de l'Ouest. Le vent avait viré au sud, et la neige fondait rapidement. Au-dessus de la côte d'Asie, le ciel était bleu, et vers le nord, des masses de nuages blancs vaguaient par-dessus la mer Noire. Cette ville qui, la veille, m'avait paru si sordide, se para d'une beauté étrange. La beauté d'horizons imprévus et de lagunes d'eau grise serpentant sous des rives parsemées de cyprès dépend beaucoup de l'humeur d'appréciation d'un paysage. Je me sentais de nouveau libre, et je pris plaisir à regarder de tous mes yeux. Dans la rue, nous croisions toutes les nationalités possibles. Il y avait des soldats de l'armée régulière turque, dans leurs bizarres casques kaki en forme de cône, recrues farouches, qui n'avaient certainement rien à voir avec l'Europe. Il y avait des escouades d'Allemands, coiffés du képi plat, qui regardaient d'un air vague tous ces spectacles nouveaux, mais qui distinguaient vivement l'officier à saluer sur le trottoir. Des Turcs passaient dans des voitures fermées, d'autres caracolaient sur de beaux chevaux arabes, d'autres encore semblaient sortir de l'arche de Noé. Mais mon attention fut surtout attirée par la foule, une foule farouche et misérable. Je n'ai jamais vu pareil essaim de mendiants. Nous descendions la rue, accompagnés par un murmure de supplications et de demandes d'aumônes prononcées dans toutes les langues de la tour de Babel. Blencaron et moi, nous fîmes semblant d'être des touristes intéressés. Nous nous arrêtions pour jeter 2 sous à tel individu ou pour rire de tel autre, en échangeant des remarques d'une voix nasillarde. Nous nous installâmes dans un café. Un mendiant entra presque aussitôt. Il nous demanda la charité. Jusqu'alors, Blencaron n'avait pas ouvert sa bourse. Il y prit quelques pièces de nickel et en plaça 5 sur la table. Le mendiant se mit à nous bénir et ramassa 3 des pièces. Alors, Blencaron fit glisser très rapidement les 2 autres piécettes dans sa poche. Cela me parut étrange. C'était bien la première fois que je voyais un mendiant rendre de la monnaie, et j'en fis la remarque. Blencaron ne me répondit pas. Bientôt, nous quittâmes le café et nous nous dirigeâmes vers le port. Plusieurs petits remorqueurs étaient amarrés le long du quai, ainsi qu'un ou 2 navires plus importants chargés de fruits qui, autrefois, louvoyaient en mer Égée. Ils avaient l'air de pourrir, faute d'usage. Nous nous arrêtâmes devant l'un d'eux et considérâmes un homme, coiffé d'un béret bleu, qui épissait des cordes. Il leva les yeux vers nous, nous regarda, mais continua son travail. Blencaron lui demanda d'où il venait. Il ne répondit pas et secoua la tête, ne comprenant pas l'anglais. Un agent turc s'approcha et nous dévisagea d'un œil soupçonneux, ce que voyant, Blencaron ouvrit sa pelisse d'un air négligent et révéla un petit carré de ruban à sa boutonnière. Alors, l'agent salua. Comme il n'avait pas réussi à lier conversation avec le marin, Blencaron lui jeta 3 cigares en disant « L'ami, vous savez sans doute fumer si vous ne savez pas parler. » L'homme se mit à ricaner et attrapa les 3 cigares d'un geste adroit. Puis, à mon étonnement, il en rejeta un.
Blenkiron considéra, d'un air railleur, le cigare gisant sur le pavé. « Ce garçon s'y connaît en tabac, remarqua-t-il. Et, nous éloignant, je vis l'agent turc ramasser le cigare et le glisser dans son képi. Nous revînmes par la longue rue qui suivait la crête de la colline. Il y avait là un vendeur d'oranges qui portait ses fruits sur un éventaire. Blenkiron s'arrêta pour les examiner. Je remarquai que l'homme ayant groupé une quinzaine de ces fruits, Blenkiron les tâta comme pour s'assurer s'ils étaient mûrs. Puis il en repoussa 2. L'homme les remit immédiatement dans le groupe sans lever les yeux vers nous. « Ce n'est pas l'époque de l'année pour acheter des fruits, » dit Blenkiron, comme nous reprenions notre chemin. « Les oranges sont pourries comme des nèfles. » Nous étions presque parvenus à notre porte lorsque je compris ce que signifiait tout ce manège. « Avez-vous fini votre travail pour ce matin ?» demandai-je. « Notre promenade du matin, avez-vous dit ?» rectifia-t-il d'un air souriant. « J'ai dit travail. » Il sourit avec affabilité. « Je pensais bien que vous découvririez le poteau rose. Mais oui, j'ai fini. Seulement, il me faut encore me livrer à quelques calculs. Attendez-moi une demi-heure, Major. Je serai ensuite à vos ordres. » Et dans l'après-midi, après l'excellent déjeuner que Peter nous prépara, Blenkiron me parla à cœur ouvert. « Mon rôle consiste à me renseigner, et avant d'entreprendre une affaire quelconque, je fais des préparatifs considérables. Pendant tout le temps que j'étais à Londres à déblatérer contre le gouvernement britannique, je tirais mes plans avec Sir Walter. Nous nous retrouvions dans les endroits les plus bizarres et à toute heure de la nuit. J'ai posé nombre de jalons à Constantinople avant d'y arriver, et notamment un service de liaison avec le Foreign Office via la Roumanie et la Russie. D'ici 1 jour ou 2, nos amis seront sans doute au courant de nos découvertes. » À ces mots, j'écarquillai les yeux. « Mais oui, reprit Blenkiron, vous autres, Anglais, vous ignorez absolument combien votre service de renseignement est vigilant. Ce service est sans aucun doute supérieur à ceux de tous les autres belligérants. Vous ne vous en êtes jamais vanté en temps de paix, et vous dédaignez les méthodes théâtrales chères aux teutons. Mais vous en aviez posé les fils, très sûrement. Je me figure qu'il ne se passe rien, dans aucun coin de la terre, que vous ne connaissiez 24 heures plus tard. Je ne dis pas que vos grands chefs fassent bon usage des renseignements qu'on leur envoie, car je ne prise pas fort vos politiciens. Ils possèdent sans doute des dons oratoires, mais dans cette guerre, on n'a que faire d'orateurs. La politique ressemble à un poulailler. Ceux qui y entrent agissent comme si leur petit enclos comprenait le monde entier. Néanmoins, si les politiciens commettent des erreurs, ce n'est pas parce qu'il manque de renseignements pour les guider. Si j'avais une grande entreprise en vue et que je puisse choisir mes collaborateurs, je les prendrais dans le service des renseignements de l'amirauté britannique. Oui, monsieur, je salue les limiers de votre gouvernement. » « Vous a-t-il donc fourni des espions tout faits ?» demandai-je étonné. « Pas précisément, mais il m'a donné la clé, et j'ai pu prendre ensuite mes dispositions personnelles. En Allemagne, je me suis terré dans l'atmosphère locale et n'ai pas mis le nez dehors une seule fois. C'était mon jeu, car je cherchais quelque chose en Allemagne même, et je ne voulais pas d'influence étrangère. Comme vous le savez, je n'ai eu aucun succès là où vous avez réussi. Mais sitôt que j'eus traversé le Danube, je me mis à établir mes lignes de communication. Je n'étais pas ici depuis 2 jours que mon téléphone marchait. Je vous en expliquerai le mécanisme un jour ou l'autre, car c'est une jolie invention. Je possède un chiffre fort amusant. Non, je ne l'ai pas inventé. L'honneur en revient à votre gouvernement. N'importe qui, enfant imbécile ou ramolli, peut porter mes messages. Vous m'avez vu en envoyer plusieurs aujourd'hui. Mais il faut de la tête pour raccorder les morceaux, et moi, de mon côté, je suis obligé de me livrer à de longs calculs pour déchiffrer le résultat. Je vous raconterai tout cela un jour ou l'autre. Je suis certain de vous intéresser. « Comment vous servez-vous de ce système ?» demandai-je. « Eh bien, je reçois de bonne heure des nouvelles de tout ce qui se passe dans ce patelin. Je reçois également des nouvelles authentiques du reste de l'Europe, et je puis envoyer un message
à M. X à Petrograd, à M. Y à Londres, ou, si je le désire, à M. Z à New York. C'est un peu là comme poste, n'est-ce pas ? Je suis l'homme le mieux renseigné de Constantinople, car le vieux général Liman n'entend qu'un son de cloche, et la plupart du temps, c'est un son mensonger. Enver préfère ne rien écouter du tout. Je pourrais leur donner quelques détails sur ce qui est en train de se passer à leur porte, car notre ami Sandy est un gros bonnet parmi les saltimbanques les plus habiles à soutirer les secrets du cœur d'autrui. Sans lui et ses amis, je n'aurais pas fait grand progrès dans cette ville. « Je voudrais que vous me disiez une chose, Blenkiron, déclarai-je. Depuis 1 mois, je joue continuellement un rôle, et, à la longue, cela me détraque les nerfs. Est-ce que cette nouvelle affaire est très fatigante ? Dans ce cas, je ne sais si je pourrais l'entreprendre. » Il prit un air songeur. « Notre travail n'est jamais une cure de repos, dit-il. Il faut toujours avoir l'œil ouvert, et puis il y a toujours la chance du petit paquet de dynamite qui part à la minute la plus imprévue. Mais à tout prendre, cette affaire me paraît facile. Nous n'avons qu'à nous montrer naturels. Nous portons nos habits habituels, nous parlons anglais, nous arborons un sourire à la Teddy Roosevelt, et nous n'avons à déployer aucun talent théâtral. Mon métier m'a paru difficile lorsqu'il m'obligeait à être naturel, parce que je ressemblais, par ma nature, à tous ceux qui m'entouraient. Mais alors, il me forçait tout le temps à faire des choses contre mon gré. Il n'est guère facile d'aller parler affaires et boire des cocktails avec M. Rosenheim. Lorsque l'heure suivante, on sera tout occupé à essayer de faire sauter les amis dudit M. Rosenheim. Et c'est rudement difficile de soutenir un rôle qui vous sort absolument de votre vie ordinaire. Je n'ai jamais essayé cela. Mais vous l'avez fait depuis bientôt 1 mois, Major, et vous avez dû trouver cela bien fatigant. Fatigant n'est pas le mot, dis-je, mais je voudrais savoir encore autre chose. Il me semble que le signe que vous avez adopté est aussi bon que possible, mais il est absolument rigoureux. Il nous entraîne loin, et ce ne sera guère facile d'y renoncer. Voilà précisément où je voulais en venir, dit-il. J'allais vous donner quelques tuyaux à ce sujet. Quand j'entrepris cette affaire, je prévoyais vaguement qu'un jour ou l'autre, j'aurais à faire face à une situation analogue à celle-ci. Je me dis qu'à moins d'avoir un rôle bien défini et plein de bluffs, je n'obtiendrai pas les confidences indispensables. Il nous faut être au cœur même de l'intrigue et y prendre vraiment part. Nous ne devons pas nous contenter d'être des spectateurs. Je décidai donc que je serais un grand ingénieur. Et en fait, pendant un certain temps, il n'y en avait pas de plus éminent que John S. Blenkiron aux États-Unis. Je parlais librement aux Turcs de tout ce qu'on pourrait faire en Mésopotamie afin de jeter les Anglais à l'eau, ou plutôt à la rivière. Eh bien, ils mordirent à ces discours. Ils connaissaient mon ancienne réputation d'expert hydraulique. Nos boches souriaient à l'idée de me gagner à leur cause. Je leur dis qu'il me fallait un aide, et je leur parlais de mon ami Richard Hanau, un excellent Allemand qui arrivait par la Russie et la Roumanie en sa qualité de neutre bienveillant. Mais dès qu'il parviendrait à Constantinople, il comptait lâcher sa neutralité et redoubler de bienveillance. Ils reçurent des États-Unis des rapports télégraphiques sur vous. J'avais pris mes précautions avant de quitter l'Angleterre. Vous allez donc être accueillis à bras ouverts, hein, tout comme je l'ai été. Nous avons tous deux des rôles que nous pouvons tenir et, maintenant que vous avez endossé ces beaux habits, vous êtes le plus brillant des jeunes ingénieurs américains. Seulement, nous ne pouvons retourner sur nos pas. Si nous voulions nous rendre à Costanza la semaine prochaine, les autorités nous refuseraient fort poliment tout laisser-passer. Il nous faut poursuivre cette aventure jusqu'au bout et continuer à avancer en Mésopotamie, en espérant que notre chance tiendra. Dieu sait quand nous nous tirerons d'ici. Mais à quoi bon prévoir le malheur ? Comme je l'ai déjà remarqué, je crois en une providence sage et bienfaisante, mais il faut lui donner une occasion d'agir. J'avoue que la perspective me renversa. Nous pouvions très bien être contraints de combattre contre les nôtres, peut-être même pis que cela. Je me demandais s'il ne serait pas plus sage de prendre la poudre d'escampette. J'en parlais à Blenkiron, qui secoua la tête. Je ne crois pas. Premièrement, nous n'avons pas encore tous les renseignements voulus. Grâce à vous, nous savons qu'il s'agit de manteaux verts, mais nous ne possédons pas beaucoup de détails au sujet de ce saint homme.
Deuxièmement, notre équipée ne sera pas aussi grave que vous l'imaginez. Toute cette combinaison manque de cohésion. Elle ne durera pas éternellement. Je me figure qu'avant que nous soyons parvenus au jardin que fréquentaient Adam et Ève, il y aura du changement. En tout cas, on peut miser là-dessus. » Sur quoi, il prit des feuilles de papier et m'y traça le plan de la disposition des forces turques. Je n'imaginais en rien qu'il suivait la guerre d'aussi près, car son exposé valait un cours de tactique militaire. Les troupes libérées de Gallipoli devaient être reformées et ne parviendraient que lentement à la frontière transcaucasienne menacée par les Russes. L'armée de Syrie n'était en somme qu'une foule sous la conduite de Djamal, atteint de folie. Il n'y avait pas la plus petite chance qu'elle entreprenne une invasion sérieuse de l'Égypte. Il n'y avait qu'en Mésopotamie que tout semblait en bonne voie pour les Turcs, grâce aux erreurs de la stratégie anglaise. « Vous pouvez me croire, » ajouta Blencaron. « En admettant que la vieille Turquie ait mobilisé 1 million d'hommes, elle en a déjà perdu au moins 40%, et elle va bientôt en perdre davantage, si j'y vois tant soit peu clair. » Il déchira les feuilles de papier et se mit à discourir sur la politique. « Je crois estimer les jeunes Turcs et leur fameux comité à leur juste valeur en disant qu'ils ne valent rien. Enver est assez fin et roublard, mais il manque de clairvoyance. Il ne comprend pas toute la complexité de la situation. Les Allemands se joueront de lui jusqu'au jour où il perdra patience et se mettra à ruer comme une mule. Talat est un chien hargneux qui voudrait assener des coups de massue sur l'humanité entière. Ils n'ont aucun don d'organisation. Ils n'ont qu'une idée, se servir de leurs armes. Et le peuple commence à se lasser du coup de la main noire. Il domine le pays exactement comme un homme armé d'un Browning tient en respect une foule munie de cannes. Les têtes les plus réfléchies du comité commencent à se méfier d'eux, et le vieux renard de Javid se tient coi jusqu'à ce que son heure ait sonné. Or, il est facile à voir qu'une bande de ce genre-là est obligée de se serrer les coudes si elle veut maintenir son prestige. Néanmoins, ils n'exercent aucun pouvoir sur le Turc ordinaire, si ce n'est qu'ils sont actifs et possèdent des fusils chargés. « Et que dites-vous des Boches » demandai-je. Blencaron se mit à rire. « Ah, ils ne sont guère unis. Seulement, les jeunes Turcs savent que sans le soutien allemand, ils seraient pendus comme Haman. Et de leur côté, les Boches ne peuvent se permettre de négliger aucun allié. Songez à ce qui arriverait si la Turquie se lassait et envisageait une paix séparée. La route de la mer Égée serait ouverte aux Russes. Ferdinand le Bulgare serait contraint de présenter sans tarder ses marchandises dépréciées sur un autre marché. La Roumanie se rangerait du côté des Alliés. Et ce contrôle de l'Orient, sur lequel l'Allemagne tablait, semblerait, ma foi, assez menacé. Le Kaiser déclare qu'il faut empêcher cela à tout prix. Mais comment faire ? » Le visage de Blencaron était redevenu très grave. « Cela ne se fera pas, à moins que l'Allemagne ne dispose d'un gros atout. Elle a, dès à présent, à peu près perdu la partie, mais elle a encore une chance. Et cette chance se compose d'une femme et d'un vieillard. Je crois que notre propriétaire a infiniment plus de cerveau qu'Enver Pacha ou Liman. C'est elle la véritable tête de toute l'intrigue. À mon arrivée à Constantinople, je suis allé lui faire mon rapport. Vous serez obligé de faire de même. Je suis curieux de savoir l'impression qu'elle vous produira, car je veux bien avouer qu'elle m'a renversé. Notre mission me semble loin d'être accomplie, dis-je. Elle est à peine commencée, répliqua Blencaron. Cette conversation me remonta considérablement le moral, car je compris que cette fois-ci, nous chassions vraiment du gros gibier. Je suis fort économe de nature, et si je risque la pendaison, je veux du moins que l'enjeu en vaille la peine. Alors commencèrent une série d'expériences variées. Je me réveillais le matin, me demandant où je me trouverais le soir. J'étais pourtant heureux de cette incertitude. Manteau vert devint une espèce de mythe pour moi. Je n'arrivais pas à me faire de lui une idée définie. La seule image que je réussis à former en mon esprit fut celle d'un vieil homme à turban surgissant d'une bouteille, au milieu d'un nuage de fumée, que je me souvenais avoir vu dans une édition enfantine des 1001 nuits. Mais si Manteau vert était un personnage bien vague,
la dame en question l'était encore davantage. Parfois, je me la représentais comme une grosse vieille allemande, parfois portant un pince-nez comme une femme aux traits accusés de pionne, aux lèvres minces. Puis, me souvenant qu'il me fallait ajouter une touche orientale à mon portrait, je me l'imaginais très jeune, avec un air languissant de houri voilé. J'essayai plusieurs fois de sonder Blenkiron à ce sujet, mais il se retrancha dans le silence le plus absolu, car il prévoyait de grands ennuis dans cette direction et ne voulait pas en parler d'avance. Nous menâmes une existence paisible. Blenkiron avait congédié les portiers turcs qui furent remplacés par des suivants de Sandy. Ils travaillaient comme des nègres sous l'œil vigilant de Peter. J'en vins à me dire que je n'avais jamais été aussi bien servi. Je me promenais à travers la ville avec Blenkiron, les yeux ouverts et observant une grande retenue de parole. 3 jours plus tard, nous fûmes invités à dîner chez Mullendorf. Nous revêtîmes donc notre tenue de soirée et nous montâmes dans un fiacre délabré. Blenkiron avait eu soin d'emporter de Londres mon habit, dont on avait enlevé le nom du tailleur anglais, y substituant celui d'un tailleur de New York. Le général Liman et l'ambassadeur allemand, Metternich, étaient remontés jusqu'à Nisch pour y rencontrer le Kaiser qui faisait un voyage d'inspection dans ces régions. Mullendorf était donc la personnalité allemande la plus importante de la ville. C'était un individu mince, rusé, d'une vanité monstrueuse, mais assez intelligent. Il n'était guère populaire, ni auprès des Allemands, ni auprès des Turcs. Il se montra fort poli avec nous. Il me faut avouer que j'éprouvais un instant de frayeur intense lorsque, entrant dans la pièce, j'aperçus Gaudian. Je doute qu'il m'eût reconnu, même dans les vêtements que je portais lorsque je le vis en compagnie de Stum, car il avait une très mauvaise vue. De fait, je ne courais pas grand risque d'être reconnu en habit, les cheveux brossés en arrière et arborant un magnifique accent américain. Je lui adressai de grands compliments en tant que collègue, et je traduisis une partie d'une conversation excessivement technique que Blenkiron eut avec lui. Gaudian était en uniforme, et l'expression de son honnête visage me fit encore meilleure impression qu'auparavant. Mais le grand événement de la soirée fut la présence d'Enver Pacha. C'était un homme mince, à la manière de Rasta, avec de grands raffinements de toilette, un visage ovale comme celui d'une jeune fille, et d'assez beaux sourcils très droits et noirs. Il parlait parfaitement l'allemand et n'était ni insolent ni impérieux. Il avait aussi le tic de s'adresser à toute la table pour obtenir la confirmation de ses dires et d'englober ainsi tout le monde dans la conversation. Non qu'il parlât beaucoup, mais tout ce qu'il disait était empreint de bon sens et il s'exprimait avec le sourire. Il contredit 1 ou 2 fois Mullendorf, et je devinais qu'il n'y avait pas de sympathie entre eux. Je me dis que je ne voudrais pas d'Enver comme ami. Il était bien trop froid et artificiel. Mais j'étais encore plus certain de ne pas vouloir de lui comme ennemi. On ne pouvait nier, cependant, sa qualité. Il était tout empreint d'un courage glacial, comme l'acier bleu et luisant d'une épée. J'obtins un véritable succès à ce dîner. D'abord, je parlais allemand, ce qui me donnait un avantage sur Blenkiron. Ensuite, j'étais de fort bonne humeur et je pris un vrai plaisir à jouer mon rôle. Ils se vantèrent de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils allaient faire. Et Enver parla beaucoup de Gallipoli. Il déclara à certains moments que si ce n'avait été pour une intervention malheureuse, il eût détruit toute l'armée britannique. À ces mots, Mullendorf lui lança des regards foudroyants. En somme, ils témoignèrent tant d'amertume et de rage au sujet de l'Angleterre et de ses exploits que j'en conclus qu'ils en éprouvaient une grande frayeur, et ceci me mit de fort bonne humeur. Je crains de ne pas m'être retenu de témoigner également une certaine amertume à ce sujet, et j'émis des opinions au sujet de mon pays dont le souvenir me réveille la nuit. Enfin, Gaudian aborda le sujet de la puissance hydraulique dans la guerre et me fournit ainsi la réplique. « Dans mon pays, déclarai-je, lorsque nous voulons nous débarrasser d'une montagne, nous chargeons les eaux de l'emporter.
Rien au monde ne peut résister à l'eau. Or, messieurs, permettez-moi de vous dire très respectueusement, et en parlant comme un novice absolu dans l'art militaire, que j'éprouve parfois de la surprise à constater qu'on ne se sert pas davantage de cette arme dans la guerre actuelle. Je n'ai visité aucun des fronts, mais je les ai étudiés d'après les cartes et les journaux. Prenons, par exemple, votre situation dans les Flandres. Eh bien, si j'étais un général anglais, je vous garantis que je vous rendrais cette situation intenable. Comment cela ? Fit Moellendorff. Mais je la ferais emporter par les eaux. Il y a bien des mines de charbon derrière le front britannique où il serait facile de puiser la force motrice nécessaire, et il me semble qu'il y a une ample provision d'eau dans les rivières et les canaux. Il serait facile de faire emporter les 35 centimètres de sable jusqu'à ce qu'on parvienne à la pierre. Oui, je vous garantis que je vous forcerai à déguerpir en moins de 24 heures, malgré tous vos canons. Je ne puis comprendre pourquoi les Anglais n'ont pas encore eu cette idée. Ils possèdent pourtant des ingénieurs assez brillants. Enver saisit le joint tout de suite, beaucoup plus rapidement que Godian. Il m'interrogea de telle façon qu'il me fut facile de voir qu'il savait au moins aborder un sujet technique, même s'il ne possédait pas de connaissances spéciales. Il était occupé à me dessiner le plan des inondations de Mésopotamie lorsqu'un aide de camp entra et lui remit un message. L'ayant lu, il se leva précipitamment. « Assez bavardé, dit-il. Il me faut vous quitter, mon aimable hôte. Messieurs, toutes mes excuses et mes adieux. » Avant de partir, il me demanda mon nom et mon adresse, qu'il nota avec soin. « Cette ville n'est pas d'un séjour très sain pour les étrangers, monsieur Hanno, dit-il dans un anglais excellent. Mais je possède quelques pouvoirs et puis protéger mes amis. Je me mets à votre disposition. » Il me dit ces mots du ton condescendant d'un roi promettant sa faveur à un de ses sujets. Il m'amusa beaucoup et me fit pourtant une certaine impression. Je le dis à Godian, mais celui-ci ne fut pas de mon avis. « Je ne l'aime pas, déclara-t-il. Nous sommes alliés, mais non pas amis. Ce n'est pas un véritable suivant de l'islamisme, qui est une noble foi et qui méprise les menteurs, les vantards et les renégats. » Tel était le verdict que cet honnête homme prononçait sur Enver. La nuit suivante, j'appris l'opinion de Blenkiron sur quelqu'un de bien plus considérable qu'Enver. Blenkiron était sorti seul. Il rentra tard, le visage tiré, blême de douleur. Notre nourriture, qui n'était pas du tout mauvaise dans son genre, et le vent d'Est avaient réveillé sa dyspepsie. Je le vois encore occupé à se faire bouillir du lait sur une lampe à alcool, tandis que Peter s'efforçait de lui chauffer de l'eau pour une bouillotte. Il s'exprimait en termes violents sur son estomac. « Nom d'une pipe ! Major, si j'avais comme vous un excellent estomac, je vaincrais le monde entier. Mais, moi, je ne puis travailler qu'avec la moitié de mon cerveau pendant que l'autre moitié veille sur mes intestins. » Le lait étant bouillant, il se mit à le boire par petites gorgées. « Je suis allé voir notre belle propriétaire, me dit-il. Elle m'a fait appeler et je me suis rendu chez elle avec une valise pleine de plans, car elle est très emballée au sujet de la Mésopotamie. »« Rien de neuf à propos de manteau vert ? Demandai-je avidement. « Non, mais je suis pourtant arrivé à la conclusion que voici. À mon avis, le malheureux prophète ne coule pas des heures douces auprès de Madame von Einem. Je crois même qu'il souhaitera bientôt être au paradis, car si jamais le Seigneur a créé un démon femme, c'est bien Madame von Einem. » Il but encore quelques gorgées de lait, le visage très grave. « Ce n'est pas ma dyspepsie duonale qui parle, Major. C'est le verdict d'une longue expérience. Sachez que je possède un jugement calme et pénétrant, même si mon estomac est détraqué. Et après avoir mûrement réfléchi, je vous dis que cette femme est foncièrement mauvaise et folle, mais surtout mauvaise. » Chapitre 14. La dame à la mantille. Je n'avais pas revu Sandy depuis le premier soir. Il semblait avoir complètement disparu de ce monde. Et Blenkiron et moi attendîmes anxieusement un mot ou des nouvelles de lui. Nos affaires étaient en bonne voie.
Nous devions nous rendre incessamment en Mésopotamie, mais notre voyage serait une faillite grotesque si nous n'arrivions pas à obtenir d'autres renseignements au sujet de Manteau Vert. Cela nous paraissait à peu près impossible, car personne ne nous soufflait mot de son existence, et il nous était naturellement interdit de poser des questions. Nous n'avions qu'un seul espoir, Sandy. Nous désirions vivement savoir où le prophète se trouvait et quels étaient ses plans. Je suggérais à Blankiron que nous pourrions peut-être faire plus d'efforts pour parvenir jusqu'à Frau von Einem. « Il n'y a rien à faire dans cette direction, » répliqua-t-il nettement. « C'est la femme la plus dangereuse qui soit. Et si elle avait le moindre soupçon que nous ayons quelque idée de son plan favori, nous nous retrouverions bientôt tous deux dans le Bosphore. » Tout cela a été très gentil. Mais qu'arriverait-il si l'on nous envoyait à Bagdad avec des instructions pour y noyer les Anglais ? Le temps passait, et je doutais qu'on nous accordât encore plus de 3 jours à Constantinople. J'éprouvais exactement la même sensation que j'avais eue auprès de Stoum, lorsque je ne voyais aucun moyen de l'empêcher de m'expédier au Caire. Blankiron lui-même devenait inquiet. Il faisait des réussites incessantes et se taisait. J'essayais de tirer quelque chose des domestiques. Ils ne savaient rien, ou bien ils ne voulaient pas parler. Mais la première hypothèse me parut plus vraisemblable. En parcourant les rues, j'avais beau ouvrir les yeux, je ne voyais aucun indice des hommes aux peaux de bête. La compagnie des heures roses semblait s'être évaporée, et je vins à me demander si elle avait jamais existé. L'inquiétude m'énerva. Pour me calmer, je résolus de prendre de l'exercice. Ce n'était pas agréable de se promener en ville. J'étais écœuré des odeurs, de la misère et de la foule dévorée de vermine. Blankiron et moi réussîmes enfin à louer des chevaux de cavalerie turque et, par un après-midi gris et brumeux, nous galopâmes à travers les faubourgs vers la campagne. Un brouillard de mer voilait les rivages d'Asie. Il ne fut pas facile de trouver un espace libre où galoper. La terre était toute divisée en jardins et en d'innombrables petits carrés cultivés. Nous suivîmes les falaises surplombant la mer, et, parvenant à une plaine, nous y surprîmes des escouades de soldats turcs en train d'y creuser des tranchées. Dès que nous laissions courir nos chevaux, il nous fallait aussitôt les arrêter net devant une équipe creusant des tranchées ou installant des fils de fer barbelés. Des rouleaux de fil de fer gisaient par terre de tous côtés, et Blankiron faillit même être jeté à bas de sa monture. Nous fûmes continuellement arrêtés par des sentinelles et contraints de montrer nos laissez-passer. Néanmoins, la course nous fit du bien et secoua notre bile. Lorsque nous tournâmes bride, je me sentis un peu plus dans mon assiette. Nous rentrâmes au trot à travers le court crépuscule d'hiver, passant devant les jardins boisés de Villa Blanche, arrêtés à tout moment par des convois et des compagnies de soldats. La pluie s'était mise à tomber pour de bon. Nous étions crottés et trempés. En passant devant une villa entourée d'un mur blanc élevé, nous entendîmes le bruit d'une cithare qui me rappela un peu l'après-midi passé dans le pavillon de Cuprasso. J'arrêtai mon cheval et proposai de nous renseigner un peu sur les habitants du lieu. Blankiron refusa sèchement. « En Turquie, les cithares sont aussi communes que les puces, dit-il. Vous ne voulez pas rôder autour des écuries d'un monsieur quelconque, et puis y trouver le palefrenier en train d'amuser ses amis. Dans ce pays, on n'aime guère les visites, et si vous franchissez les murs, vous risquez d'encourir de graves ennuis. C'est sans doute le harem de quelques vieux Turcs. » Je n'étais pourtant pas convaincu, et j'essayais de noter l'endroit dans ma mémoire. Nous étions à 5 kilomètres environ de la ville, à l'extrémité de la colline montant au Bosphore. Je m'imaginais que quelque haut personnage devait habiter cette villa, car un peu plus loin, nous rencontrâmes une grande auto vide qui remontait l'allée et qui appartenait évidemment à la villa. Le lendemain, la dyspepsie de Blankiron lui donna du fil à retordre. Vers midi, il fut même obligé de se coucher. Alors, n'ayant rien de mieux à faire, je pris de nouveau les chevaux et partis avec Peter. C'était amusant de voir ce dernier perché sur une selle réglementaire de l'armée turque,
chevauchant avec les étriers très bas à la Boer, et tout ramassé sur lui-même à la manière de l'arrière-velte. L'après-midi débuta mal. Un violent vent du nord nous lançait des nappes de pluie dans le visage et nous engourdissait les mains. Nous prîmes la route même que j'avais suivie la veille, mais nous tenant à l'ouest des escouades occupées à creuser les tranchées. Nous parvînmes enfin à une vallée peu profonde où un village blanc se pelotonnait au milieu des cyprès. Au-delà s'étendait une route assez bonne qui nous mena jusqu'au sommet d'une colline d'où l'on devait découvrir une belle vue par un temps clair. Nous fîmes demi-tour et je m'arrangeai de façon à parvenir au sommet de la longue allée qui aboutissait à la ville. Je désirais examiner la villa blanche. Mais à peine étions-nous sur le chemin du retour que nous nous trouvâmes dans une situation fort désagréable. Un chien de berger, affreux bâtard jaunâtre, se rua sur nous comme un fou. Il s'attaqua plus spécialement à Peter et mordit les jambes de son cheval qui fit de violents écarts. J'aurais dû mettre Peter sur ses gardes, mais je ne me rendis compte que trop tard de ce qui se passait. Peter se rappela la façon sommaire dont il traitait les chiens des Kraals cafres. Voyant que l'animal méprisait les coups de cravache, il tira son revolver et lui logea une balle dans la tête. À peine les échos de la détonation étaient-ils éteints que nos ennuis commencèrent. Un grand diable apparut tout à coup et se mit à courir vers nous en criant à tue-tête. Je devinais que c'était le propriétaire du chien et je me proposais de ne faire aucune attention à lui. Mais ces cris attirèrent 2 autres individus, sans doute des soldats, qui épaulèrent leurs fusils tout en courant. Ma première idée fut de décamper, mais je n'avais pas envie de recevoir une balle dans le dos, et ces brigands avaient l'air capables de tout. Nous nous arrêtâmes donc et leur fîmes face. Ils formaient le plus farouche trio imaginable. Le berger avait l'air d'un déterré, avec ses cheveux embrouillés et une barbe comme un nid d'oiseau. Les 2 soldats nous dévisageaient d'un air hargneux, maniant leurs fusils, tandis que le berger criait et gesticulait tout en désignant Peter, dont les yeux doux le contemplaient sans broncher. Malheureusement, ni Peter ni moi, nous ne connaissions un mot de turc. J'essayais de lui parler allemand, mais sans succès. Nous les regardions. Ils continuaient à rager contre nous, et la nuit tombait. Je fis mine de tourner bride comme pour continuer mon chemin, et les 2 soldats me barrèrent aussitôt la route. Ils se concertèrent vivement, puis l'un d'eux déclara très lentement « Il veut livre » et il leva 5 doigts. Il devinait sans doute, d'après notre tournure, que nous n'étions pas allemands. « Le diable s'il aura un sou !» dis-je avec colère. Puis la conversation languit à nouveau. La situation devenait sérieuse. Je glissai un mot à Peter. Les soldats tenaient leurs fusils mollement dans leurs mains. Avant qu'ils pussent faire un mouvement, Peter et moi les menaçâmes de nos revolvers. « Si vous bougez, vous êtes morts, déclarai-je. Ils comprirent fort bien ces mots et demeurèrent immobiles, tandis que le berger s'interrompit dans ses digressions et se mit à ronronner comme un gramophone quand le disque est terminé. « Lâchez vos fusils, dis-je. Allons, dépêchez-vous, sans quoi nous tirons. » Mon ton leur fit sans doute comprendre le sens de mes paroles. Nous considérant toujours fixement, ils laissèrent les fusils glisser à terre. L'instant d'après, nous les poursuivions, et ils s'enfuirent tous 3 comme des lapins. Je tirai par-dessus leur tête pour les encourager. Peter mit pied à terre et jeta les fusils dans un tas de broussailles où on ne les trouverait pas facilement. Cette aventure avait pris un certain temps. Il commençait à faire très sombre et nous avions à peine franchi 1 kilomètre qu'il faisait nuit noire. C'était une situation agaçante, car je ne savais pas du tout où nous nous trouvions, et je n'avais qu'une idée fort vague de la topographie de ces parages. Il me semblait que le meilleur parti à prendre était de grimper jusqu'au sommet d'une colline afin d'essayer de découvrir les lumières de la ville. Mais la campagne était si accidentée qu'il fut difficile de trouver une colline suffisamment haute. Nous dûmes nous fier à l'instinct de Peter. Je lui demandai où se trouvait notre direction, et il demeura un instant immobile à humer l'air. Puis du doigt, il désigna la direction,
qui était contraire à celle que j'eusse suivie, laissée à mes propres ressources. Mais dans un cas comme celui-ci, il ne se trompait pour ainsi dire presque jamais. Nous parvînmes bientôt à une longue pente dont la vue me ragaillardit, mais parvenus au sommet, nous ne vîmes aucune lumière, seulement un gouffre noir comme l'intérieur d'une coquille. Et tandis que j'y plongeais mes regards, essayant de percer l'obscurité, il me sembla y discerner des taches plus noires qui étaient peut-être des bois. « Il y a une maison en face de nous, vers la gauche, » dit Peter. Je regardais dans la direction qu'il indiquait, jusqu'à ce que j'eusse mal aux yeux, mais je ne vis rien. « Eh bien, pour l'amour de Dieu, menez-moi jusque-là, lui dis-je. Et, suivi de Peter, je descendis la colline. L'obscurité se collait à nous comme un vêtement, et ce fut un bien rude trajet. Nous enfonçâmes 2 fois dans des marais. Mon cheval s'arrêta au bord d'une ancienne sablonnière. Nous nous embrouillâmes dans des fils de fer qui traînaient à terre, et nous butâmes plus d'une fois dans des arbres. Je descendis plusieurs fois de cheval afin de pratiquer des brèches dans des barricades de pierres entassées. Mais enfin, après maintes glissades, nous trouvâmes ce qui nous parut être une route droite. Devant nous se dressait un morceau d'obscurité particulièrement sombre. C'était un mur très haut. Je soutins que tous les murs sont pourvus de portes, et j'avançai en tâtonnant. Je trouvai bientôt une vieille grille de fer aux gonds brisés que nous ouvrîmes facilement. Nous vîmes un sentier menant au commun d'une maison. On ne passait certainement jamais par ce sentier, car il était couvert d'une couche épaisse de feuilles mortes, et, en les foulant, j'eus l'impression que l'herbe y poussait. Nous avions mis pied à terre et nous menions nos chevaux par la bride. 50 mètres plus loin, le sentier cessa brusquement et nous nous trouvâmes sur une route carrossable. La maison ne devait pas être très éloignée, mais je n'avais aucune idée de la direction qu'il fallait suivre pour la trouver. Or, je n'avais guère envie, à une pareille heure, de rendre visite à un Turc inconnu. Il nous fallait repérer l'endroit où cette avenue débouchait sur le sentier. Alors, nous verrions aisément notre chemin de retour. Nous nous trouvions entre le sentier et la maison, et il me paraissait imprudent de nous présenter à la porte d'entrée avec les chevaux. Je dis à Peter de m'attendre à l'extrémité du sentier, tandis que j'explorais un peu le terrain. Je me dirigeais vers la droite, ayant l'intention de rebrousser chemin si j'apercevais une lumière, et de prendre sans tarder, avec Peter, la direction opposée. Je marchais comme un aveugle, à travers une obscurité complète. L'avenue paraissait bien tenue, et le bruit de mes pas s'assourdissait sur le gravier mouillé. De grands arbres bordaient la route. Je m'égarais plus d'une fois dans les bosquets trempés. Puis, tout à coup, je m'arrêtai net. Je venais d'entendre quelqu'un qui sifflait à moins de 10 mètres de moi. Et, fait étrange, l'inconnu sifflait un air que je connaissais, mais qui était bien le dernier air que je m'attendais à entendre dans cette partie du monde. C'était un air écossais, Caféios Tovenos, que mon père aimait beaucoup. Sans doute le siffleur devina ma présence, car il s'arrêta brusquement, au milieu d'une mesure. J'éprouvais une curiosité intense de savoir qui cet inconnu pouvait être. Je me mis donc à siffler, et je terminai l'air. Il y eut un instant de silence, puis l'inconnu recommença à siffler et s'arrêta de nouveau. De nouveau, je terminai l'air. Alors, il me sembla qu'il s'approchait de moi. Il régnait un grand calme dans ces ténèbres, et je crus entendre le bruit d'un pas léger. Je reculai instinctivement. Tout à coup, une lampe électrique brilla si vivement à 1 mètre de moi que je ne pus distinguer celui qui la tenait. Une voix me parla dans l'obscurité, une voix que je connaissais bien, et je sentis une main se poser sur mon bras. « Que diable faites-vous ici, Dick ?» me demanda-t-on d'un accent un peu consterné. Je lui expliquai tout dans une phrase rapide, car je commençais à être extrêmement énervé. « Vous n'avez jamais couru un plus grand danger de votre vie, » reprit la voix. « Grand Dieu, qui a bien pu vous amener ici aujourd'hui ?» Vous pouvez vous imaginer que j'étais assez effrayé, car Sandy n'exagérait pas.
et l'instant d'après, j'eus encore plus peur, car il saisit tout à coup mon bras et m'entraîna d'un bond vers le côté du chemin. Je ne voyais rien, mais je devinais qu'il regardait par-dessus son épaule et je l'imitais. À une douzaine de mètres derrière nous, les 2 phares d'une auto trouaient l'obscurité. L'auto s'avançait lentement, ronronnant comme un gros chat, et nous reculâmes davantage parmi les bosquets. Les phares projetaient comme un éventail de lumière de chaque côté de la route, éclairant presque à mi-hauteur les arbres qui nous surplombaient. Un homme en uniforme était assis à côté du chauffeur, que je distinguais vaguement au reflet des phares, mais tout l'intérieur de l'auto était plongé dans l'obscurité. L'auto glissa vers nous, nous dépassa, et je commençai à me tranquilliser lorsque, tout à coup, elle s'arrêta. Une ampoule électrique éclaira brusquement l'intérieur, et j'y aperçus une silhouette de femme. Le domestique était descendu et avait ouvert la porte. Le son d'une voix parvint jusqu'à nous. Une voix douce et claire qui parlait une langue que je ne comprenais pas. Au son de cette voix, Sandy se jeta vers l'auto et je le suivis, car il ne fallait pas qu'on me trouvât en train de me cacher parmi les bosquets. J'étais si ébloui par le brusque éclat de lumière qu'au début, je clignais des yeux sans rien distinguer. Puis, m'étant accoutumé à la clarté, j'aperçus une auto dont l'intérieur était tapissé de gris tourterelles avec de merveilleuses garnitures d'argent et d'ivoire. La femme portait une mantille de dentelle qui retombait sur sa tête et ses épaules. Une de ses mains, ornée de bagues, retenait les plis de la mantille de façon à cacher la plus grande partie de son visage. Je ne vis que de grands yeux gris-bleu et des doigts minces. Sandy se tenait très droit, les poings sur les hanches. Il ne ressemblait aucunement à un domestique en présence de sa maîtresse. Il a toujours été bel homme. Costumé dans ses vêtements bizarres, la tête rejetée en arrière, les sourcils froncés sous sa calotte de fourrure, il ressemblait à quelque roi sauvage de l'Antiquité. Il parlait turc et me jetait de temps à autre des regards furibonds et intrigués. Je devinais qu'il était censé ne pas connaître d'autres langues, et qu'il demandait qui diable je pouvais bien être. Puis ils me regardèrent tous deux. Sandy me dévisagea du regard fixe du romanichel, et la femme me considéra avec ses yeux curieux, si pâles et pourtant si beaux. Ils examinèrent mes habits, mes culottes neuves, mes bottines crottées, mon chapeau à grands rebords. Je me découvris et je la saluai. « Madame, il faut m'excuser d'avoir ainsi envahi votre jardin. Je suis sorti faire une promenade avec mon domestique qui m'attend un peu plus loin avec les chevaux. Et croiriez-vous que nous nous sommes perdus? Nous sommes entrés par la grille donnant sur la route derrière votre maison. J'étais à la recherche de la porte d'entrée afin de trouver quelqu'un qui pût nous indiquer le chemin, quand je suis tombé sur ce nigaud qui ne comprend pas un mot de ce que je lui dis. Je suis américain, et votre gouvernement vient de me confier une grosse entreprise. Je suis désolé de vous déranger, mais je vous serais particulièrement reconnaissant de nous prêter quelqu'un qui puisse nous montrer comment regagner la ville. » Le regard de la femme ne quittait pas mon visage. « Voulez-vous monter dans l'auto ?» me demanda-t-elle en excellent anglais. « Arrivé à la maison, je mettrai un domestique à votre disposition. » Elle tira le bas de son manteau de fourrure pour me faire place, et je pris le siège qu'elle m'indiquait. Je n'ai jamais compris grand-chose aux femmes. Je les connais à peu près autant que le chinois. Toute ma vie, j'ai vécu entouré d'hommes, et souvent d'hommes rudes et endurcis. Ayant fait fortune, j'étais rentré en Angleterre avec l'espoir d'aller un peu dans le monde, mais l'histoire de la pierre noire m'occupa presque aussitôt. Puis la guerre survint, de sorte que mon éducation mondaine demeura singulièrement défectueuse. C'était la première fois que je me trouvais seul dans une auto avec une femme, et je me sentais horriblement gêné. Les coussins moelleux et l'atmosphère tout imprégnée de parfums subtils me causèrent un profond malaise. Je ne songeais ni aux paroles sérieuses de Sandy, ni à l'avertissement de Blanquerran, ni à ma mission, ni au rôle que cette femme allait y jouer.
Je songeais seulement que j'éprouvais une timidité atroce que l'obscurité aggravait, car j'étais bien persuadée que ma compagne me considérait tout le temps en se moquant de moi. L'auto s'arrêta, et un grand diable de laquais ouvrit la porte. La dame à la mantille franchit le seuil avant que j'eusse sauté de l'auto. Je la suivis gauchement, l'eau suintant de mes lourdes bottes. Je remarquai qu'elle était très grande. Elle me conduisit jusqu'à une salle où 2 colonnes soutenaient des lampes en forme de torches. La pièce n'était éclairée que par leurs reflets. Des bouches de chaleur la chauffaient comme une serre. D'épais et doux tapis recouvraient les planchers. Au mur pendait une tapisserie ou un tapis d'un dessin géométrique fort compliqué, dont chaque fil était un vrai joyau. Alors, debout entre les colonnes, elle se tourna brusquement et me fit face. Elle rejeta ses fourrures en arrière, et la mantille noire glissa sur ses épaules. « J'ai entendu parler de vous, dit-elle. Vous êtes Richard Hannay, l'Américain. Pourquoi êtes-vous venu ici ? » « Pour prendre part à la campagne, dis-je. Je suis ingénieur et j'ai cru pouvoir être utile dans une entreprise comme celle de Mésopotamie, par exemple. « Vous êtes du côté de l'Allemagne ? Me demanda-t-elle. « Mais oui, répondis-je. Nous autres, Américains, sommes censément neutres. Cela veut dire que nous avons le droit de choisir nos sympathies. Moi, je suis pour le Kaiser. » Ses yeux me fouillèrent, mais sans soupçon. Je vis bien qu'elle ne pensait pas à s'assurer si je disais vrai. Non, elle soupesait ma valeur en tant qu'homme. Je ne saurais décrire ce regard. Il ne contenait aucune suggestion sexuelle, ni même cette sympathie avec laquelle un être humain explore l'existence d'autrui. J'étais pour elle un objet, une chose infiniment éloignée de toute intimité. C'est ainsi que j'aurais pu regarder un cheval à vendre, examinant minutieusement son poitrail, ses jarrets et son pas. C'est ainsi que les anciens seigneurs de Constantinople examinaient sans doute les esclaves que les hasards de la guerre amenaient au marché, évaluant leur capacité pour telle ou telle tâche, sans jamais songer qu'acheteurs et esclaves possédaient une humanité commune. Et pourtant, ce n'était pas tout à fait cela. Cette femme m'estimait non en vue d'un devoir spécial, mais pour mes qualités essentielles. Je me sentais livré au regard scrutateur d'un connaisseur en nature humaine. J'ai écrit que je ne connaissais pas les femmes. Pourtant, tout homme porte inné en lui comme une perception intérieure toute sexuelle. Je me sentais gêné, troublé et pourtant fasciné. Cette femme, au visage long et délicat, nimbée de cheveux blonds, aux yeux pâles et brillants, ainsi posée comme une exquise statue entre ces 2 colonnes de marbre, présentait la fascination d'un rêve. Je la détestais instinctivement, je la haïssais, et pourtant, je souhaitais éveiller son intérêt. C'était comme une insulte à ma virilité d'être évaluée ainsi froidement, et je sentis un antagonisme me gagner. Je suis fort, plutôt au-dessus de la taille moyenne, et mon irritation me raidit de la tête aux pieds. Je rejetai la tête en arrière et lui rendis son regard froid et orgueilleux. Je me souviens qu'un jour, le médecin de bord d'un navire, qui s'occupait d'hypnotisme, me dit que j'étais la personne la plus réfractaire à toute suggestion qu'il eût jamais rencontrée. Il m'assura que j'étais un aussi bon sujet que le mont de la table. Je me rendis tout à coup compte que cette femme essayait de m'hypnotiser. Ses yeux se dilatèrent, se firent lumineux, et je fus conscient pour un instant d'une volonté luttant contre la mienne. Je sentis aussi, au même moment, l'étrange parfum qui me rappelait l'heure fantastique passée dans le pavillon de Kuprasso. Cette impression s'effaça aussitôt et elle baissa les yeux. Je crus lire l'insuccès dans son regard mêlé, peut-être, à un peu de satisfaction, comme si elle avait trouvé en moi autre chose que ce qu'elle croyait découvrir. « Quelle vie avez-vous menée » me demanda la douce voix. À ma surprise,
Je pus lui répondre très naturellement. J'ai exercé la profession d'ingénieur des mines un peu partout dans le monde entier. Vous avez bravé le danger plusieurs fois? J'ai bravé le danger. Vous avez combattu? J'ai combattu. Son sein se souleva et puis retomba dans un soupir. Un sourire, un très beau sourire, éclaira son visage. Elle me tendit la main. « Les chevaux sont à la porte, dit-elle, et votre domestique vous attend. Un de mes gens vous reconduira jusqu'en ville. » Elle se détourna et, quittant le cercle de lumière, s'enfonça dans l'obscurité. Peter et moi retournâmes sous la pluie, et un des compagnons au pot de bête nous accompagna. Nous n'échangeâmes pas un mot, car mes pensées suivaient, telles des limiers, les traces des dernières heures. J'avais vu la mystérieuse Hilda von Einem. Je lui avais parlé. J'avais tenu sa main dans la mienne. Elle m'avait insulté de la façon la plus subtile, et pourtant, je n'étais pas fâchée. La partie que je jouais m'apparut tout à coup comme investie de la plus grande sonalité. Mes vieux ennemis, Sturm, Rasta et tout l'empire allemand passèrent au deuxième plan, me laissant seulement en face de la femme mince aux yeux pâles. « Folle et mauvaise, et surtout mauvaise », avait dit Blenkiron. Ces termes ne me paraissaient guère appropriés, car ils appartenaient au monde étroit de notre expérience commune. Cette femme la dépassait, de même qu'un cyclone ou un tremblement de terre dépasse la routine décente de la nature. Peut-être était-elle folle et mauvaise, mais elle était grande aussi. Avant d'arriver, notre guide me tira par la manche et prononça quelques mots qu'il avait sans doute appris par cœur. « Le maître vous dit de l'attendre à minuit. » Chapitre 15. Une toilette difficile. J'étais trempée jusqu'aux os. Tandis que Peter s'occupait du dîner, je me rendis dans ma chambre pour changer de vêtements. Je me frictionnais et endossais mon pyjama afin de me livrer à des exercices, me servant de chaise en guise d'haltère, car cette longue chevauchée à travers la pluie m'avait courbaturé les muscles des épaules et des bras. Or, je dois avouer que mon pyjama, d'un bleu foncé, était très ordinaire. Blenkiron l'avait chippé à ma garde-robe de Londres. En tant que Cornelius Brandt, j'avais porté une chemise de nuit en flanelle. Ma chambre à coucher donnait sur le salon. J'étais tout occupé de mes exercices lorsque j'entendis la porte s'ouvrir. Je crus tout d'abord que c'était Blenkiron, mais la personne qui venait d'entrer marchait avec une légèreté qui ne ressemblait en rien au pas pesant et mesuré de notre ami. J'avais laissé une lumière au salon et le visiteur, quel qu'il fût, s'était installé comme chez lui. J'endossai donc une robe de chambre verte que Blenkiron m'avait prêtée et j'allai voir qui c'était. Mon ami Rasta était debout près de la table du salon sur laquelle il venait de déposer une enveloppe. À mon entrée, il se retourna et fit le salut militaire. « Monsieur, je viens de la part du ministère de la Guerre vous apporter vos passeports pour demain, » dit-il. « Vous voyagerez par... » Tout à coup, sa voix s'éteignit et ses yeux noirs disparurent derrière les fentes de ses paupières. Il venait d'apercevoir quelque chose qui lui fit oublier sa mission. Et à ce moment précis, je vis ce que c'était. Un miroir était accroché au mur derrière lui et, comme je lui faisais face, j'y vis refléter l'image exacte de l'ingénieur de la péniche du Danube vêtu de sa cotte bleue et de son manteau vert. La ressemblance maudite entre ces deux costumes lui avait fourni la preuve d'une identité qui était noyée au fond du Bosphore. Je dois avouer que Rasta était un homme d'action. En un clin d'œil, il se glissa de l'autre côté de la table, me barrant ainsi la porte, et me considéra d'un œil mauvais. Je m'étais approché de la table et j'étendis la main vers l'enveloppe, devinant que mon unique espoir résidait dans la nonchalance. « Asseyez-vous, monsieur, dis-je. Que voulez-vous prendre »
Il fait une bien vilaine nuit lorsqu'on est obligé de sortir. Merci, Herr Brandt. Je ne prendrai rien, répondit-il. Vous feriez aussi bien de brûler ces passeports, car vous ne vous en servirez jamais. Qu'est-ce qui vous prend? M'écriai-je. Vous vous trompez, mon petit. Je m'appelle Richard Hannau, et je suis l'associé de M. Blenkiron, qui va rentrer d'ici un instant. Je n'ai jamais connu personne du nom de Brandt, sauf un marchand de tabac de Denver. Vous n'avez jamais été à Roostchook? Demanda-t-il avec un ricanement. Pas que je sache, mais permettez-moi, monsieur, de vous demander votre nom et la raison de votre présence ici. Je n'ai l'habitude ni de m'entendre appeler de nom hollandais, ni de souffrir que ma parole soit mise en doute. Dans mon pays, ces procédés ne sont pas admis entre gentlemen. Je pensais que mon bluff commençait à produire son effet, car ses regards vacillèrent et il me parla plus poliment. Je vous prie de me pardonner, monsieur, si je me suis trompé. Mais vous êtes le sosie d'un homme qui était à Roostchook il y a une semaine et que le gouvernement recherche. Il y a une semaine, j'étais ballotté sur un immonde vieux sabot qui revenait de Constanza, et je n'ai jamais visité Roostchook, à moins que cette ville soit au milieu de la mer Noire. Je crois que vous faites fausse route. Mais, à propos, j'attendais des passeports. Dites-moi, venez-vous de la part d'Enver Pacha? J'ai cet honneur, dit-il. Eh bien, Enver est un de mes bons amis. C'est le citoyen le plus intelligent que j'ai rencontré de ce côté de l'Atlantique. L'homme se calmait, et un moment plus tard, ses soupçons eussent disparu. Mais à cet instant, par la plus grande des malchances, Peter entra, portant un plateau d'assiettes. Il ne fit aucune attention à Rasta et se dirigea vers la table sur laquelle il déposa son fardeau. À sa vue, le Turc fit un pas de côté et je vis, d'après ses regards, que ses soupçons étaient devenus des certitudes, car, en bras de chemise et en culotte, Peter était l'image crachée de mon petit compagnon déguenillé de Roostchook. Je ne doutais pas un instant du courage de Rasta. Il fit un bond vers la porte, tout en me menaçant de son revolver. « Bonne prise !» s'écria-t-il. « Les deux oiseaux du même coup !» Sa main était sur le bouton de la porte et il avait la bouche ouverte, prête à crier. Je devinais que son ordonnance l'attendait sur les escaliers. Il avait ce qu'on appelle l'avantage stratégique sur moi. Il était à la porte alors que je me trouvais à l'autre extrémité de la table et Peter était au moins à 2 mètres de lui. Il avait la voie libre et nous n'étions armés ni l'un ni l'autre. Je fis un pas en avant, ne sachant ce que je voulais faire, car je ne voyais pas d'issue. Mais Peter me devança. Il n'avait pas encore lâché le plateau. Il le lança soudain à toute volée, avec tout le contenu, à la tête de Rasta qui, ouvrant d'une main la porte et me menaçant de son revolver de l'autre, reçut la charge en plein visage. Une détonation retentit et la balle traversa le plateau. Le bruit se perdit heureusement dans le fracas des verres et des porcelaines. L'instant d'après, Peter avait arraché le revolver des mains de Rasta et le tenait à la gorge. Or, un jeune Turc fort élégant, élevé à Paris et à Berlin, a beau être courageux comme un lion, il ne peut lutter contre un chasseur de l'arrière-Velte, même si celui-ci a 2 fois son âge. Je n'eus pas besoin d'offrir mon aide. Peter avait sa manière, apprise à une rude école, il est vrai, d'assommer son adversaire. Il bâillonna Rasta méthodiquement et le ligota à l'aide de sa ceinture et de 2 courroies prises à une malle de ma chambre. « Il est trop dangereux pour le laisser libre, dit-il, comme si sa manière de procéder était la plus naturelle du monde. Rasta se tiendra tranquille jusqu'à ce que nous ayons le temps de tirer nos plans. » À ce moment, quelqu'un frappa à la porte. C'est ce qui arrive dans un mélodrame au moment précis où l'assassin vient de terminer sa besogne de la façon la plus propre du monde. La chose à faire en pareil cas est de pâlir jusqu'aux dents et jeter un regard farouche vers l'horizon d'un œil troublé et plein de remords. Mais ce n'est pas la manière de Peter. « Il vaut mieux mettre un peu d'ordre si nous attendons des visites, » observa-t-il avec calme. Or, il y avait contre le mur une immense armoire de chêne qui était vide,
ne contenant que le carton à chapeau de Blenkiron. Peter déposa Rasta sans connaissance dans l'armoire et tourna la clé. « Il y a assez de ventilation par le haut, » observa-t-il, « pour renouveler l'air. » Puis il ouvrit la porte. Un magnifique cavasse en uniforme bleu et argent se tenait sur le seuil. Il salua et nous tendit une carte sur laquelle les mots « Hilda von Einem » étaient tracés au crayon. J'eusse demandé quelques instants pour changer de costume, mais la jeune femme était derrière lui. Je vis la mantille noire et les fourrures de zibeline. Peter disparut par la porte de la chambre à coucher et je dus recevoir ma visiteuse dans une chambre pleine de débris de verre brisés et avec un homme sans connaissance dans l'armoire. Certaines situations sont d'une telle extravagance qu'elles aiguisent l'esprit pour y faire face. Je riais presque lorsque la jeune femme franchit le seuil avec dignité. « Madame, dis-je, en faisant un salut qui fit honte à ma vieille robe de chambre et à mon pyjama voyant. Vous me surprenez dans un piteux état. Je suis rentrée trempée de ma promenade et j'allais changer d'habit. Mon domestique vient de briser le contenu de ce plateau et je crains bien que cette chambre ne soit pas digne de vous recevoir. Accordez-moi de grâce 3 minutes afin de me rendre présentable. » Elle inclina la tête gravement et s'assit auprès du feu. En entrant dans ma chambre, j'y trouvai Peter dissimulé derrière la porte et je lui enjoignis brièvement de se débarrasser de l'ordonnance de Rasta sous n'importe quel prétexte. Puis je revêtis précipitamment des habits convenables et rentrai dans le salon où je trouvai ma visiteuse plongée dans une profonde rêverie. En entendant entrer, elle s'éveilla brusquement et se leva, laissant le manteau de fourrure tomber autour de son corps mince. « Nous sommes seuls ?» demanda-t-elle. « Nous ne serons pas dérangés ?» J'eus tout à coup une inspiration. Je me souvins qu'au dire de Blenkiron, Frau von Einem ne voyait pas les jeunes Turcs d'un bon œil. J'eus comme l'intuition que Rasta ne devait pas lui plaire. Alors, je lui dis la vérité. « Il faut que je vous prévienne qu'un autre invité est présent ce soir. Je crois même qu'il est bien mal à son aise. En ce moment, il est troussé comme une volaille sur la planche de cette armoire. » Elle ne détourna même pas la tête. « Est-il mort ?» demanda-t-elle avec calme. « Pas du tout, mais il ne peut pas parler et je ne pense pas qu'il puisse entendre beaucoup. »« C'est lui qui vous a apporté ceci ?» demanda-t-elle, désignant l'enveloppe toujours sur la table et qui portait le grand sceau du ministre de la guerre. « C'est lui-même, dis-je. Je ne suis pas absolument sûre de son nom, mais je crois qu'il s'appelle Rasta. » Elle ne broncha pas, mais j'eus l'impression que cette nouvelle lui faisait plaisir. « Il vous a donc contrarié ?» demanda-t-elle. « Mais oui, il est bouffi d'orgueil, et cela lui fera du bien de passer 1 heure ou 2 sur la planche de cette armoire. »« C'est un homme puissant, » remarqua-t-elle, « un émissaire d'Enver. Vous vous êtes fait un ennemi dangereux. »« Je n'en donnerai pas 4 sous, » déclarai-je tout en réfléchissant amèrement que ma tête valait bien, en fait, ce prix-là. « Vous avez peut-être raison, » dit-elle, le regard sérieux. « De nos jours, il n'y a pas d'ennemi dangereux pour un homme hardi. Monsieur Hanno, je suis venu pour parler affaires, comme on dit dans votre pays. On m'a dit du bien de vous, et aujourd'hui, je vous ai vu. J'aurai peut-être besoin de vous, comme vous aurez sûrement besoin de moi. » Elle s'arrêta, et ses yeux étranges me dévisagèrent de nouveau. Ils étaient comme des phares brûlants qui éclairaient chaque recoin de l'âme. Je devinais que ce serait horriblement difficile de jouer mon rôle sous leur regard tout-puissant. Elle ne pouvait m'hypnotiser, mais elle savait m'arracher mon déguisement et me laisser nue au milieu de la mascarade. « Qu'êtes-vous venu chercher ?» demanda-t-elle. « Vous ne ressemblez pas au gros américain Blenkiron, amoureux d'une puissance de pacotille et fervent de la petite science. Votre visage indique plus que cela. Vous êtes de notre côté, mais vous n'êtes pas pour les Allemands avec leur amour d'un empire rococo. Vous venez d'Amérique, le pays des folies pieuses où les hommes adorent l'or et les paroles. Je vous le demande.
Qu'êtes-vous venu trouver ici ?» Tandis qu'elle parlait, il me semblait contempler la vision d'une divinité antique considérant la nature humaine d'une grande altitude, une divinité méprisante, dénuée de passion, mais pourvue d'une grande magnificence. Cela enflamma mon imagination, et je répondis en me servant des arguments que j'avais souvent réunis lorsque j'essayais de m'expliquer comment on parviendrait à soutenir le procès de la cause des Alliés. « Je vais vous le dire, madame. Moi aussi, j'ai poursuivi une science, mais je l'ai poursuivie dans des endroits sauvages et je l'ai retournée de fond en comble. À mon avis, le monde était devenu un endroit trop facile, trop moelleux. Les hommes oubliaient leur virilité dans le tourbillon des paroles douces et s'imaginaient que les règles de leur civilisation satisfaite étaient les lois de l'univers. Mais ce n'est pas l'enseignement de la science. Et ce n'est pas non plus l'enseignement de la vie. Nous avons oublié les plus grandes vertus et nous devenions des hypocrites émasculés dont les dieux étaient nos propres faiblesses. Puis la guerre advint et l'air s'allégea. L'Allemagne, malgré sa grossièreté, apparut comme le fléau de Dieu. Elle eut le courage de rompre les liens de l'hypocrisie et de se moquer des fétiches de la masse. Je suis donc du côté de l'Allemagne. Mais je suis venu ici pour une autre raison. Je ne connais rien de l'Orient, mais si je ne me trompe, c'est du désert que doit venir la purification. Quand l'humanité est comme étouffée sous de faux semblants, des phrases, des idoles peintes, il souffle tout à coup un vent des solitudes pour nettoyer et simplifier la vie. Le monde a besoin d'espace et de grand air. La civilisation, dont nous nous sommes tant vantés, n'est qu'une boutique de jouets et une impasse. J'aspire à la race campagne. » Elle accueillit très favorablement toutes ces balivernes. Ses yeux pâles brillaient de la clarté froide d'une fanatique. Avec ses cheveux blonds, elle ressemblait à quelque furie destructive de la légende scandinave. C'est à ce moment, je crois, que je l'ai crainte pour la première fois. Jusque-là, je l'avais à demi détestée et à demi admirée. Dieu merci. Dans son recueillement, elle ne remarqua pas que j'avais oublié de parler avec l'accent de Cleveland, Ohio. « Vous faites partie de la demeure de la foi, déclara-t-elle. Vous apprendrez bien des choses d'ici peu, car la foi marche vers la victoire. En attendant, laissez-moi vous dire que vous et votre compagnon allez vous diriger vers l'Est. »« Nous allons en Mésopotamie, dis-je. Je crois que voilà nos passeports. » Et je désignai l'enveloppe. Elle la ramassa, l'ouvrit, puis, l'ayant déchirée, elle la jeta au feu. « Les ordres sont contremandés, déclara-t-elle. J'ai besoin de vous. Vous allez donc m'accompagner, non pas vers les plaines du Tigre, mais vers les hautes collines. Vous recevrez d'autres passeports demain. » Elle me tendit la main, puis se détourna. Sur le seuil de la porte, elle s'arrêta et, jetant un coup d'œil vers l'armoire en chêne, elle dit « Je vous débarrasserai demain de votre prisonnier. Il sera plus en sûreté entre mes mains. » Elle me laissa dans le plus complet ahurissement. Nous voici sur le point d'être attachés aux roues du char de cette furie et lancés sur une entreprise à côté de laquelle la perspective de combattre contre les nôtres devant coûte semblait fort raisonnable. D'autre part, Rasta m'avait reconnu, et je détenais enfermé dans une armoire l'envoyé de l'homme le plus puissant de Constantinople. Il nous fallait à tout prix garder Rasta à vue, mais j'étais bien résolu à ne pas le livrer à cette femme. Je n'allais pas être complice de l'assassinat qu'elle préméditait. Nous étions dans de beaux draps. Mais en attendant, n'ayant rien mangé depuis 9 heures du matin, je décidai qu'il me fallait prendre quelques aliments. Je partis donc à la recherche de Peter. À peine commençai-je mon repas tardif que Sandy entra. Il devançait l'heure de sa visite et il avait l'air grave d'un hibou malade. Je me précipitai sur lui comme un naufragé s'accroche à une épave. Son visage s'allongea lorsque je lui narrai l'incident de Rasta. « C'est mauvais, déclara-t-il. Vous dites qu'il vous a reconnu ? Dans ce cas, tous vos agissements ne le détromperont point. »
C'est bien ennuyeux. Mais il n'y a qu'un moyen de nous tirer de là. Il faut que je le mette entre les mains de mes gens. Ils le garderont jusqu'à ce que nous ayons besoin de lui. Seulement, il ne faut pas qu'il me voie. » Et il quitta précipitamment la chambre. Je fis sortir Rasta de sa prison. Il avait repris connaissance et me considérait d'un regard dur et malveillant. « Je suis désolé, monsieur, de tout ce qui est arrivé, dis-je. Mais vous ne m'avez pas laissé le choix. J'ai une grande entreprise en train et je ne puis permettre à personne d'intervenir. Vous payez le prix de votre nature soupçonneuse. Quand vous en saurez davantage, vous voudrez me faire des excuses. Je vais m'assurer qu'on vous tienne à l'écart pendant 1 jour ou 2. Ne soyez pas inquiet, vous ne souffrirez aucun mal. Je vous donne ma parole d'honneur de citoyen américain. » À cet instant, 2 des mécréants de Sandy entrèrent et l'emportèrent. Sandy revint presque aussitôt. Lorsque je demandai où Rasta allait être conduit, Sandy me déclara ne pas le savoir. « Ils ont reçu leurs ordres qu'ils exécuteront à la lettre. Il existe à Constantinople tout un quartier inexploré où il est fort facile de cacher quelqu'un et où le kaffier ne pénètre jamais. » Puis, se laissant tomber dans un fauteuil, il alluma sa vieille pipe. « Dick, me dit-il, notre tâche devient fort difficile et sombre. Mais depuis quelques jours, j'ai fait une découverte. J'ai élucidé le sens du 2e mot tracé par Harry Bullivant. »« Cancer ?» demandai-je. « Oui, le mot est pris au sens littéral. Manteau vert se meurt depuis des mois. Cet après-midi, un médecin allemand ne lui a donné que quelques heures à vivre. Il est peut-être mort à cette heure. » Cette nouvelle me bouleversa. Et pour un instant, j'y vis la solution de toute chose. « Mais leur coup a manqué, dis-je. Il ne peut pas y avoir de croisade sans prophète. » « Je voudrais bien le croire. C'est la fin d'une étape, mais c'est aussi le commencement d'une nouvelle, peut-être encore plus sombre. Croyez-vous qu'une femme comme celle-là se laissera abattre par un événement d'aussi peu d'importance que la mort de son prophète ? Elle lui trouvera un remplaçant, l'un des 4 ministres ou bien quelqu'un d'autre. C'est le démon incarné que cette femme, mais elle possède l'âme d'un Napoléon. Le grand danger ne fait que commencer. » Alors, il me raconta ce qu'il avait fait depuis notre dernière rencontre. Il avait pu trouver assez facilement la maison de Frau von Einem et, aidé de ses compagnons, il y avait donné un spectacle devant les domestiques. Le prophète avait une grande suite et la renommée des ménestrels parvint bientôt aux oreilles de leur sainteté, car les compagnons étaient bien connus dans tout le pays d'Islam. Sandy, chef de cette coterie plus qu'orthodoxe, fut pris en faveur et attira l'attention des 4 ministres. Il habita bientôt la villa avec sa demi-douzaine de compagnons et fut vite admis dans la confiance de tous à cause de sa connaissance de la doctrine islamique et de son évidente piété. Frau von Einem l'accueillit comme un allié, car les compagnons étaient les plus zélés propagateurs de la nouvelle révélation. C'était, selon la description de Sandy, une affaire étrange. Manteau vert se mourait dans de grandes douleurs, mais il luttait pourtant afin de satisfaire les exigences de sa protectrice. Les 4 ministres étaient, à l'avis de Sandy, des ascètes dénués de toute ambition terrestre. Le prophète lui-même était un saint, mais un saint pratique, possédant quelques notions de la politique. C'était la femme qui était le chef et l'âme de l'entreprise. Sandy parut avoir gagné la faveur et même l'affection du prophète. Il en parlait avec une espèce de pitié désespérée. « Je n'ai jamais vu un homme pareil. C'est le gentleman le plus parfait que vous puissiez imaginer. Sa dignité ressemble à celle d'une haute montagne. C'est un rêveur et aussi un poète, un génie autant que je puis juger de ces choses. Je crois que je l'estime correctement, car je connais un peu l'âme de l'Orient. Mais ce serait bien trop long de vous raconter cela maintenant. L'Occident ignore tout du vrai oriental. Elle se le figure vautré dans de la couleur, dans l'oisiveté, dans le luxe et les rêves magnifiques. Tout cela, c'est faux. L'oriental aspire à un caf, qui est une chose très austère. C'est l'austérité de l'Orient qui est sa beauté et en fait la terreur. Au fond, il aspire toujours aux mêmes choses.
Le turc et l'arabe sont sortis des grands espaces, et ils en ont la nostalgie. Ils s'installent, croupissent, et peu à peu, ils dégénèrent en cette subtilité effrayante qui est la déviation de leur passion dominante. C'est alors que vient une grande révélation et une grande simplification. Ils désirent vivre face à face avec Dieu, sans en être séparés par aucun écran de rituel, d'image ou de prêtrise. Ils veulent alléger la vie de ces fanges stupides et retourner à la stérilité noble du désert. Rappelez-vous, ils ont toujours subi l'enchantement du désert et du ciel vide, de la clarté chaude, purificatrice, du soleil qui consume toute pourriture. Ce n'est pas inhumain, c'est l'humanité d'une partie de la race humaine. Ce n'est pas la nôtre, mais elle a de la valeur. Il y a des jours où elle m'étreint si fortement que j'ai envie d'abjurer les dieux de mes pères. Eh bien, Manteau Vert est le prophète de cette grande simplicité. Il s'adresse directement au cœur de l'islam, et c'est un message honorable que le sien. Mais pour notre malheur, on s'est emparé de lui pour servir la propagande allemande. On a profité de la naïveté de Manteau Vert pour effectuer une manœuvre politique fort habile. On s'est servi de son credo d'espace et de simplicité pour l'avancement de ce qui est le dernier mot en dégénérescence humaine. Bon Dieu, Dick, c'est comme si on voyait saint François commanditer Messaline. La femme vient de venir ici, dis-je. Elle m'a demandé quel était mon but, et j'ai inventé une histoire insensée qu'elle a paru approuver. Mais je ne vois qu'une chose. Elle et le prophète courent peut-être sous de différentes couleurs, mais leur but est le même. Sandy tressaillit. « Elle est venue ici ?» s'écria-t-il. « Eh bien, Dick, qu'en pensez-vous ?» Je la crois aux 3/4 folle, mais le 4e quart ressemble joliment à de l'inspiration. « Votre appréciation est à peu près juste, dit-il. J'ai eu tort de la comparer à Messaline. Elle est bien plus compliquée que cela. Elle soutient le prophète parce qu'elle partage sa croyance. Seulement ce qui est beau et saint en lui est horrible et fou chez elle. Vous comprenez, l'Allemagne désire également simplifier la vie. Je sais, dis-je. Je le lui ai dit il y a 1 heure à peine, lorsque je lui ai débité toutes ses balivernes. Leur souvenir m'empêchera de dormir pendant le reste de ma vie. La simplicité de l'Allemagne est celle du neurasthénique et non celle de l'homme primitif. C'est un composé de mégalomanie, d'égoïsme et d'orgueil dont les résultats sont identiques. Elle désire détruire et simplifier, mais ce n'est pas la simplicité de l'ascète qui est celle de l'esprit, mais plutôt la simplicité du fou qui réduit toutes les inventions de la civilisation à une monotonie sans relief. Le prophète désire sauver l'âme de son peuple. L'Allemagne veut dominer le corps inanimé du monde. Mais les mêmes paroles peuvent servir à ces 2 fins. C'est ainsi que l'on voit l'association de saint François et de Messaline. Dites-moi, Dick, avez-vous jamais entendu parler du surhomme ? Il y eut un temps où les journaux ne parlaient de rien d'autre, répondis-je. N'est-ce pas une invention d'un individu du nom de Nietzsche ? Possible, répliqua Sandy. Le vieux Nietzsche serait mort plutôt que de soutenir les sottises pour lesquelles il a été blâmé. Mais le surhomme est une manie de la nouvelle et brave Allemagne. C'est un type conçu de chic qui ne pourrait jamais exister réellement, pas plus que l'homme économique des politiciens. L'homme possède un sentiment d'humour qui l'arrête à la limite de l'absurdité finale. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de surhomme. Mais il se pourrait très bien qu'il y eût une surfemme. Mon petit, vous aurez des ennuis si vous parlez de la sorte, lui dis-je. C'est pourtant vrai. Les femmes sont douées d'une logique dangereuse que nous ne posséderons jamais. Et les meilleures d'entre elles ne voient pas la folie de la vie de la même façon que nous autres, hommes. Elles peuvent dépasser de beaucoup les hommes, car elles savent aller droit au cœur des choses. Aucun homme n'a jamais été si près de la divinité que Jeanne d'Arc. Mais je les crois également capables d'être plus odieuses qu'aucun être qui ait jamais porté culotte, car elles ne savent pas s'arrêter de temps à autre et se moquer d'elles-mêmes. Il n'y a pas de surhomme.
Les pauvres imbéciles qui s'imaginent jouer ce rôle sont ou des professeurs au cerveau fêlé qui ne sauraient diriger une école du dimanche, ou des soldats qui s'imaginent que la condamnation du duc d'Enghien fait un Napoléon. Mais il y a une surfemme. Elle s'appelle Hilda von Einem. Et moi qui croyais que notre entreprise était presque terminée, me lamentai-je. On dirait qu'elle n'a même pas commencé. Bullivant a pourtant dit que nous n'avions qu'à découvrir la vérité. Bullivant ne savait pas. Personne ne sait, sauf vous et moi. Je vous dis que cette femme a une puissance énorme. Les Allemands lui ont confié leur atout. Elle va le jouer de son mieux. Nul crime ne l'arrêtera. Elle a lancé la balle, et s'il le faut, elle égorgera tous ses prophètes et mènera l'intrigue elle-même. Franchement, je ne vois pas très bien ce que vous et Blancaron aurez à faire. Mais je suis tout à fait fixé sur mon propre devoir. Elle m'a admis dans sa confidence, et je m'y maintiendrai dans l'espoir de trouver quelque moyen de l'empêcher de réussir. Nous nous dirigeons demain vers l'Orient, avec un nouveau prophète au cas où l'ancien serait mort. « Où allez-vous » dis-je. « Je ne sais pas, mais d'après les préparations, je conclus qu'il s'agit d'un long voyage, et à en juger d'après les vêtements qu'on nous a distribués, il doit faire froid là où nous allons. »« Eh bien, nous vous accompagnons, déclarai-je. Vous ne savez pas encore notre version. Apprenez que Blankiron et moi avons été admis dans la meilleure société comme de grands ingénieurs américains qui vont donner du fil à retordre aux Anglais sur le Tigre. Je suis un ami d'Enver et il m'a offert sa protection. Le regretté Rasta nous a apporté nos passeports pour le voyage vers la Mésopotamie que nous devions entreprendre demain. Mais il y a 1 heure à peine, votre protectrice les a déchirés et les a jetés dans le feu. Il paraît que nous l'accompagnons vers les hautes collines. Sandy émit un long et doux sifflement. Je me demande ce qu'elle peut bien vouloir de vous. Cette affaire devient rudement compliquée, Dick. À propos, où diable est Blankiron ? Il doit être au courant de la haute politique. Blankiron entra dans la chambre de son palan et assuré au moment où Sandy finissait de prononcer ces mots. Je vis d'après son maintien qu'il ne souffrait pas de sa dyspepsie. Et ses yeux brillaient avec animation. « Dites-moi, mes petits, je vous apporte des nouvelles assez sensationnelles. Il y a eu de grands combats sur la frontière orientale, et les Turcs ont bu un rude bouillon. » Il avait les mains pleines de papier, desquels il tira une carte qu'il étala sur la table. Ils taisent cette nouvelle dans la capitale, mais depuis quelques jours, je m'amuse à rapiécer les bribes de cette histoire, et je crois que j'y vois clair. Il y a une quinzaine de jours, ce vieux Nicolas est descendu de ses montagnes et a rejeté ses ennemis en déroute à Cupriqueuilly, là où la principale route vers l'Orient traverse l'Arax. Ce ne fut que le commencement de l'affaire, car il continua de progresser sur un front très étendu, et le monsieur appelé Kiamil, qui commande dans ces régions, a eu toutes les peines du monde à résister. Les Turcs ont été refoulés au nord, à l'est et au sud, et aujourd'hui, le moscovite s'est installé devant les forts extérieurs d'Erzurum. Je puis vous assurer qu'on est bien troublé de cette situation dans les hautes sphères. Enver sue sang et eau dans l'effort qu'il fait pour envoyer de nouvelles divisions de Gallipoli à Erzurum. Mais c'est un long trajet et il y a tout lieu de croire qu'ils arriveront après la chute du rideau. Vous et moi, Major, nous partons demain pour la Mésopotamie, et c'est bien la plus grande malchance qui me soit jamais arrivée. Nous ratons l'occasion de voir la bataille la plus sanglante de toute la campagne. Je ramassai la carte que j'empochais. Les cartes, ça me connaît, et j'en cherchais précisément une. « Nous n'allons pas en Mésopotamie, déclarai-je. Nos ordres sont annulés. Mais je viens de voir Enver, qui m'a dit qu'il vous avait fait porter nos passeports. Ils sont dans le feu, répliquai-je. Les nouveaux passeports nous parviendront demain matin. Alors, Sandy m'interrompit, les yeux luisants d'émotion. Les hautes collines. Nous allons à Erzurum. Ne voyez-vous pas que les Boches jouent leur gros atout ? Ils envoient Manteau Vert vers le point menacé dans l'espoir que sa venue ralliera la défense turque. Ah, mon vieux Dick, l'action se précipite.
nous n'aurons plus à faire le pied de grue. Nous sommes engagés jusqu'au cou et la Providence aidera le plus vaillant. Et maintenant, je file, car j'ai affaire. Au revoir, nous nous retrouverons bientôt sur les collines. Blenkiron avait encore l'air ahuri. Je lui racontais les événements de la soirée. Et, en m'écoutant, toute sa satisfaction s'éteignit et son visage prit une curieuse expression d'étonnement puéril. Je n'ai pas à me plaindre, car il s'agit de notre devoir. Mais j'imagine que notre caravane marche à la rencontre de difficultés. C'est Kismet. Il n'y a donc qu'à nous incliner. Mais je ne vous cache pas que cette perspective m'effraie considérablement. Moi aussi, répliquai-je. Cette femme me donne le frisson. Cette fois-ci, ça y est. Néanmoins, je préfère être admis à figurer à la représentation de gala, car je n'aimais guère l'idée d'être engagé pour la tournée de province. Vous êtes dans le vrai, mais je souhaite que le Seigneur ait l'idée de réclamer bientôt à lui cette belle dame. Elle est beaucoup trop troublante pour un homme rangé de mon âge.